Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier mardi 10 mars avec le ministre burkinabé de l'administration territoriale et de la décentralisation puis de la sécurité, le colonel Auguste Denise Barry. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Awa Touré. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, le colonel Auguste Denise Barry, était porteur d'un message du président de la transition, président du Faso, Michel Kafando, au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi, selon le colonel Auguste Denise Barry, d'échanger avec le chef de l'État sur les grands projets communs à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, notamment l'autoroute Abidjan-Ouagadougou et la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Kaya-Dori, Niamey, Parakou, Cotonou. Il y a des projets communs, notamment l'autoroute. Il y a également les chemins de fer, qui sont des projets structurants du point de vue économique, mais également structurants du point de vue du développement de nos deux pays, et pour lesquels son Excellence a souhaité que nous puissions travailler donc très rapidement à faire une évaluation et qu'à partir de cette évaluation, nous puissions donc travailler à la concrétisation donc de ces projets chers à nos deux États. Il a été également question de traité d'amitié et de coopération que nos deux pays envisagent d'organiser à bonne date, et les commissions techniques devraient pouvoir se réunir très prochainement pour que cette rencontre de très haut niveau puisse se tenir et qu'un certain nombre de préoccupations, évidemment, que l'on retrouve au niveau de nos deux États puissent être discutées à ce niveau et que les solutions appropriées puissent leur être trouvées. Le colonel Barry a par ailleurs félicité le président de la République Alassane Ouattara et le peuple ivoirien pour la victoire des éléphants à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, a reçu à la primature le bureau de l'APBF, l'Association des professionnels de banques et établissements financiers. La délégation, conduite par son président Diarasouba Souleymane, est venue remettre au Premier ministre l'acte résumant leurs réflexions pour l'amélioration du partenariat banque-PME-PMI. Alexis Ouedraogo. Les banquiers aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir la relance économique du pays. Lundi, le premier responsable de l'Association des professionnels du secteur a offert au chef du gouvernement l'acte résumant leurs réflexions pour améliorer leurs prestations dans le partenariat banque-État, banque-secteur privé. L'insuffisance des financements des PME, objet de notre préoccupation, relève autant de la responsabilité des entreprises que de celle des banquiers et des pouvoirs publics. Il en résulte donc une action concertée de tous les acteurs de l'écosystème banque, État et PME permettra de surmonter les obstacles à un financement plus hardi des PME. Ce sont les éléments de cette approche analytique que l'APB a repris dans le présent document, qui constitue pour nous un référentiel auquel pourraient se reporter toutes celles ou tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Le chef du gouvernement, qui a salué cette initiative, a indiqué qu'elle devrait permettre d'encourager plusieurs secteurs, comme celui notamment de l'entrepreneuriat. Il est indéniable que le secteur privé ne pourra être compétitif et performant que s'il s'appuie sur un secteur bancaire et financier dynamique, mettant à sa disposition les meilleurs instruments financiers pour soutenir son programme d'investissement, son besoin en renforcement de fonds propres et éviter les risques liés à un surendettement à court terme. Les actes sont pris, la pratique sur le terrain est donc attendue. On reste en économie dans le secteur des banques, toujours avec cette nouvelle importante. Il s'agit de l'Ivoirien Tidiane Thiam, qui est nommé directeur général du géant helvétique Crédit Suisse. L'homme qui a occupé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire fait ainsi honneur à l'Afrique tout entière.
Côte d'Ivoire et partant toute l'Afrique est à l'honneur dans la haute sphère bancaire. L'Ivoirien Tidjane Thiam est à la manœuvre d'une des plus grandes banques du monde, Crédit Suisse. S'il ne prend fonction qu'en fin juin 2015 comme directeur général du géant helvétique, sa nomination a été rendue publique ce mardi 10 mars. À ce stade de sa carrière, Tidjane Thiam donne un autre relief à son CV. C'est que un regard dans le rétroviseur permet d'observer un brillant parcours. Premier Ivoirien à entrer à l'école polytechnique et major de l'école des mines de Paris, il intègre le cabinet de consultants américain McKinsey en 1988. 6 ans après, nous sommes en 1994, il rentre en Côte d'Ivoire et occupe à 32 ans le poste de directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, avant de devenir ministre de la Planification en 1998. Après la crise de Noël 1999, il retourne chez McKinsey en 2002. En 2008, le groupe d'assurance britannique Prudential lui ouvre ses portes. Il est directeur financier. Un an après, il devient PDG de ce grand groupe d'assurance. Star du business au Royaume-Uni, Tidjane Thiam est alors le premier dirigeant noir d'une entreprise cotée au FTSE, l'indice de référence du marché boursier de Londres. En juin prochain, il aura entre les mains la destinée d'une des principales institutions financières mondiales, fondée au milieu du 19e siècle et présente dans 50 pays avec 45 000 collaborateurs. En février dernier, Crédit Suisse déclarait un bénéfice de 1 300 milliards de francs CFA. Direction l'Assemblée nationale. Adoptés en commission les 2 et 3 mars dernier, les 3 projets de loi relatifs aux codes et procédures pénales ont été adoptés lundi en plénière. Après 20 ans de détention, la loi interdit désormais la relaxe des prisonniers et les procédures pénales sont désormais allégées et facilitées comme le demandent les conventions internationales. Reportage signé Ben Touré et Léon Brou. L'étape de la commission terminée, c'est au tour de la plénière de prendre le relais. 3 projets de loi ont retenu l'attention de 223 députés ce lundi à l'Assemblée nationale. Le premier porte sur l'organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. Il remplace un test vieux de plus d'un demi-siècle. L'outil de défense qui a été perturbé, qui a été désagrégé par un certain nombre d'événements en Côte d'Ivoire, c'est le moment de faire en sorte que les nouvelles unités qui ont été créées et qui fonctionnaient donc en dehors de 1961, tout cela soit mis dans un cadre juridique. Et c'est l'effort que le président de la République fait pour relever le défi de la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Les 2 autres, eux, ont trait au code pénal et au code de procédure pénale. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, signataire du traité de Rome, d'aligner sa législation à celle de la Cour pénale internationale, CPI. Conséquence, les juridictions nationales pourront statuer sur les peines dont était seule compétente la CPI. La peine de mort abolie fait désormais place à la prison à vie. Au départ, il y a des peines qui allaient jusqu'à 20 ans, mais des peines graves. Mais on était obligé de s'arrêter à 20 ans par rapport à la peine. Mais aujourd'hui, on va au-delà. Et ça aussi, ça va faire réfléchir les criminels. Ce sont des lois qui nous ont permis de mettre à jour, de mettre en conformité la loi même, c'est-à-dire le code pénal et le code de procédure pénale en conformité avec la Constitution. Cette plénière pour voter ces 3 projets de loi marque la clôture de la première session extraordinaire de la 2e législature de l'Assemblée nationale, ouverte le 23 février 2015. 2 rencontres au programme du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Lundi, le ministre a reçu tous les syndicats du secteur éducation-formation et ceux du secteur santé médicale à son cabinet au plateau. Ces échanges ont porté sur la question de la mise en œuvre du déblocage des salaires devant être appliqués depuis le mois de janvier dernier. La mise en œuvre du déblocage des salaires au cœur des discussions entre les syndicats et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Cette revalorisation des salaires qui aurait dû être appliquée depuis le mois de janvier 2015 connaît un retard. Les fonctionnaires du secteur de l'éducation, formation et de la santé sont inquiets. Le ministre Cissé Bakongo, lors de la rencontre à son cabinet, s'est voulu rassurant. La décision du président de la République sera appliquée. Il ne s'agit pas de débloquer de façon linéaire, uniforme, tous les salaires. Ceux qui ont été recrutés
en 2013 ne vont pas attendre un déblocage depuis 1988. Ceux qui ont été avancés également ne vont pas attendre un déblocage qui commence avant leur avancement. Il faut donc faire en sorte que le déblocage soit une mesure qui s'applique de la manière la plus équitable possible à tous les fonctionnaires concernés. Des explications qui convainquent les différents syndicats. Ils ont décidé d'accorder du temps à la négociation. On n'a pas eu de satisfaction, mais tout de même, dès l'instant où le débat s'ouvre, nous pensons qu'au fur et à mesure, on trouvera des points d'ancrage. Les agents de santé sont prévus dans ce déblocage de l'année 2015. Seulement, la date de début et les modalités n'ont pas pu être communiquées. Donc, nous attendons sur cette question des informations pour rassurer les uns les autres. L'essentiel des préoccupations ayant été prises en compte, les syndicats sont repartis assurés qu'une date de paiement leur sera communiquée après le 13 mars 2015. Le séminaire portant sur la présentation du rapport d'étude d'un plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, a refermé ses portes lundi soir à Abidjan. Le résultat de la phase 1 de l'étude, commanditée par l'État de Côte d'Ivoire au Centre de recherche de l'OCDE, a mis en lumière les potentialités et faiblesses de l'économie ivoirienne. La restitution de la première phase des travaux a permis de corriger certaines approches de la problématique et lancer la phase 2 de l'étude qui en relèvera les perspectives. Alexis Ouedraogo. Atteindre l'émergence de façon pratique nécessite une méthodologie. Pour l'établir, l'État de Côte d'Ivoire et l'OCDE ont initié des études avec pour objectif de définir un plan stratégique Côte d'Ivoire émergente en 2020. Lancée en septembre 2014, la première phase a consisté à établir le diagnostic des obstacles et autres moteurs de croissance de la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment un échange entre experts, un échange entre techniciens pour pouvoir bâtir le meilleur scénario possible pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. La seconde phase, en cours jusqu'à la mi-novembre, consistera à mesurer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui a souhaité que l'OCDE procède à l'examen multidimensionnel de son économie. Nous avons déjà fait l'esquisse d'ailleurs de cette deuxième phase pour voir quels sont les moteurs de croissance de la Côte d'Ivoire et également quelles sont les voies et moyens pour que les Ivoiriens puissent profiter de la forte croissance actuellement en cours. Des examens similaires, il faut le souligner, sont en cours en Birmanie, aux Philippines et en Uruguay. L'Office national de développement de la riziculture et la Société ivoirienne de technologie tropicale I2T ont signé un accord de partenariat mercredi dernier, 4 mars. Objectif, mécaniser la production et la transformation du riz. La Côte d'Ivoire, je le rappelle, a produit plus d'1 350 000 tonnes en 2014. Au niveau du champ, l'auditeur d'abord, on a des motoculteurs qui sont là. Est-ce qu'ils sont adaptés? On peut faire venir des motoculteurs qui ont déjà été utilisés ailleurs. Ces motoculteurs ont besoin d'être adaptés aux conditions d'exploitation ivoiriennes. Quand on a récolté le paddy, il faut le battre, il faut le sécher. Ensuite, une fois c'est battu, c'est séché, il faut envoyer la machine pour décortiquer. Pour toutes ces étapes-là, on a besoin d'une innovation technologique. Voilà qui a motivé la signature de cet accord de partenariat entre l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, et la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. Il y a des technologies existantes que nous allons très rapidement proposer à l'ONDR en vue d'accélérer la phase d'implémentation de la nouvelle stratégie, en tenant compte des particularités propres à la Côte d'Ivoire. L'objectif à atteindre par le développement des technologies dans la filière riz, augmenter la production de 1 350 000 tonnes actuellement à 1 900 000 tonnes en 2016 et répondre à la demande nationale de riz. Mieux, la Côte d'Ivoire a l'ambition d'exporter du riz local blanchi en 2018. Reportage signé Marina Atta et Francis Boifo. En Guinée, la commission électorale a annoncé le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays aura lieu le 11 octobre prochain. Les élections locales sont prévues pour fin mars 2016.
Au Mali, après l'attaque meurtrière survenue dans la nuit de vendredi à samedi dans un bar-restaurant à Bamako, une fusillade qui a fait 5 morts, 3 Maliens, un Français et un Belge. Les services de sécurité relatent avoir fait la découverte d'un camp d'entraînement dans la périphérie de la capitale quelques jours avant les faits. Un lien avec l'attentat n'est pas exclu selon les autorités. Et puis, 2 explosions ont retenti hier après-midi à Maïdougouri au Nigeria. La première est survenue dans la partie de Monday Market où se trouvent les étalages de poissons et l'autre à Jidamadara, selon les responsables de l'État de Borno. Au moins 7 personnes ont été tuées et 17 autres blessées. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne journée sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.